bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure fascinante, le druide. Notre source principale, c'est l'ouvrage Les druides de Guy Anvarc et Leroux. Et notre mission, c'est d'aller voir derrière l'image, le cliché du druide en robe blanche. Oui, celui qui cueille le gui, voilà. C'est ça, pour comprendre leur vrai rôle dans la société celte. Tout à fait. Et l'enjeu, c'est que l'étude repose sur deux types de sources très différentes. D'un côté, on a les textes antiques, grecs, latins. Souvent fragmentaires, j'imagine. Exactement, fragmentaires, parfois biaisés. Et de l'autre, les récits mythologiques irlandais du Moyen-Âge. Alors là, c'est beaucoup plus détaillé, mais bien plus tardif. D'accord. Donc le défi, c'est de naviguer entre l'histoire et le mythe. Et pour ça, la méthode est cruciale. Une analyse philologique très rigoureuse. Parce que les auteurs insistent bien, il n'y a pas d'archéologie druidique probante. Ah oui, d'accord. On est vraiment dans une approche scientifique, loin des hypothèses un peu folles ou du néo-druidisme, quoi. Bon, alors allons-y. Qui étaient ces druides réellement? Commençons par ce que les anciens nous disent. Les Grecs, les Romains... Alors, César, lui, c'est un témoin oculaire en Gaule. C'est précieux. Il les décrit comme l'une des deux classes dirigeantes. Avec les chevaliers, c'est ça. Les équisses. C'est ça, les équisses. Et le peuple, la plebs, était presque réduit en esclavage, selon ces termes. C'est fort. Carrément. Et les druides, eux, s'occupaient du divin, des sacrifices, bien sûr, mais aussi de régler les conflits publics, privés. Et ils assuraient un enseignement. Un enseignement très prestigieux. Qui pouvait durer très longtemps, j'ai lu ça. Oui, parfois jusqu'à 20 ans. Et tout ça à l'oral. C'était un choix délibéré pour préserver la doctrine, ne pas la figer. 20 ans d'école, sans écrire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et en plus, ils étaient exempts de service militaire et d'impôts. Une position très privilégiée. Donc une élite intellectuelle, juridique, spirituelle, vraiment au cœur du système. D'autres auteurs antiques, Diodore de Sicile, Strabon, ils affinent un peu ce portrait. Oui, tout à fait. Ils apportent des nuances, ils distinguent des sortes de spécialisations dans cette classe sacerdotale. Ah, on trouve les bardes, donc les poètes, les chantres, les vats. Eux, c'est plutôt les devins, les philosophes naturels. Parfois, ils s'occupaient des sacrifices aussi. Et enfin, les druides au sens plus strict, les philosophes moraux, les juges suprêmes. D'accord, une sorte de hiérarchie ou de fonction différente? Voilà. Les attributions peuvent varier un peu d'un auteur à l'autre, mais l'idée générale, c'est celle d'une classe sacerdotale bien structurée qui émerge. Il parle aussi de leur rôle d'arbitre, capable même d'arrêter des batailles en cours. Incroyable. Et de cette fameuse doctrine de l'immortalité de l'âme que les auteurs antiques voyaient comme un moteur du courage des guerriers celtes. On a même un nom qui ressort, non? Diviciacus? Oui, Diviciacus, un druide édian que César a bien connu et dont Cicéron parle aussi. Cicéron dit qu'il était versé dans la physiologie. La connaissance de la nature, en gros. Oui, la connaissance profonde de la nature, des lois naturelles, et aussi dans la divination. Mais Pline l'Ancien, lui, il utilise un autre mot, il parle de mage. Ah, cette confusion de termes. C'est fréquent, oui. Les auteurs antiques jonglent un peu. Druides, mages, philosophes, sacerdotes, devins. En fait, il faut surtout regarder la fonction qu'ils décrivent, plus que l'étiquette. D'accord. Et le mot druide lui-même, c'est intéressant. Pline pensait que ça venait du grec drus, le chêne. L'image classique, quoi. Ouais. Mais Guy Anvarc et Leroux, eux, défendent une étymologie celtique, druides. Ça signifierait les très savants. C'est lié à la racine indo-européenne ou wed, qui veut dire voir et savoir. Les très savants. Ah oui, ça change complètement la perspective. On n'est plus juste avec le sage de la forêt. Exactement. Mais alors, au-delà de ces rôles généraux, est-ce qu'on a des descriptions de leurs pratiques concrètes? Des scènes de vie, si on peut dire? On a Tacite, qui raconte un épisode assez saisissant. Lors de la conquête romaine de l'île d'Anglezay, Mona, Oui. il décrit des druides entourés de femmes qui ressemblaient à des furies en train de hurler des malédictions sur les légionnaires romains. Et ça les a terrifiés. Bon, avant qu'ils ne soient massacrés malheureusement. Ça montre leur pouvoir psychologique, leur influence. Voilà, une opposition farouche, même si ce n'est pas militaire au sens classique. Et puis il y a le fameux rituel du gui, décrit par Pline. Ah, le gui,
la faucille d'or. Oui, cueillie le 6e jour de la lune avec une faucille d'or, recueillie dans un tissu blanc, sacrifice de taureau blanc. C'est très précis, mais les auteurs insistent. C'est un aspect très spécifique, presque anecdotique par rapport à l'ensemble de leurs fonctions. D'accord. Donc les sources antiques sont précieuses, mais incomplètes, parfois biaisées. L'archéologie ne dit rien. Pourquoi l'Irlande médiévale devient-elle si importante alors? On parle de siècles plus tard. C'est un point absolument clé de la démarche des auteurs. L'Irlande a été christianisée plus tard, et surtout, elle n'a pas subi la conquête romaine et la romanisation comme la Gaule. D'accord, ça a préservé des choses. Du coup, dans les textes irlandais médiévaux qui ont été écrits par des clercs, mais des clercs qui étaient souvent issus de cette ancienne classe lettrée savante, on trouve une image beaucoup plus complète de la société, des fonctions druidiques, même si c'est passé au filtre chrétien, évidemment. Et qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement? On retrouve la fameuse structure tripartite indo-européenne, les prêtres druides, les guerriers, les producteurs. Et on a des listes de spécialisation très détaillées, les philides. Les philides? Ce sont les poètes, mais aussi les historiens, les gardiens de la tradition. Ils supplantent un peu les bardes en Irlande. On trouve aussi des juges, des médecins, des devins, qu'on appelle faith. Toutes ces figures sont vues comme des facettes de ce qu'était la fonction druidique au sens large. Donc si on essaye de rassembler tout ça, le druide antique, c'est moins le sorcier isolé dans sa forêt que le membre d'une classe intellectuelle, spirituelle, hyper importante. C'est tout à fait ça. Une classe qui détenait le savoir, la justice, le lien avec le sacré, vraiment au cœur de la société celtique. La clé de voûte, en quelque sorte. Exactement. Une classe dont l'autorité reposait sur la connaissance druidesse, les très savants, et sur cette tradition orale si forte. Et c'est là que les textes irlandais, même tardifs, sont précieux. Ils nous donnent une fenêtre sur cette organisation qui a été perdue en Gaule. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Si cette connaissance suprême des druides, leur très savoir, était volontairement non écrite pour des raisons sacrées, qu'est-ce qu'on a perdu? Quelle dimension de leur vision du monde, de leur science, de leur philosophie, nous échapperont à jamais juste parce qu'elles n'ont jamais été gravées, ni sur la pierre, ni sur le parchemin, par ceux qui les portaient? C'est vertigineux comme question. On ne peut qu'imaginer.